donc à mon tour de remercier les organisateurs pour cette initiative, pouvoir parler français et présenter en français en plein cœur. Ça fait quelque chose. Donc, je vais parler à mon tour du nouvel algorithme de prise en charge des tumeurs triple négatives au stade métastatique. Donc, quand on parle des cancers du sein triple négatifs métastatiques, on est en train de parler d'un groupe de tumeurs de très mauvais pronostic, avec des médianes de survie de 14 mois à peu près dans les différentes séries, et d'une survie à 5 ans ne dépassant pas les 10 voire 12%. Ces tumeurs sont définies essentiellement par une définition purement négative, c'est-à-dire l'absence d'expression des récepteurs hormonaux, mais aussi l'absence d'expression de l'HER2. Cette définition a évolué au fur et à mesure du temps qu'on a pu voir avec l'apparition de nouveaux sous-groupes, notamment les tumeurs HER2 low. Donc, en 2023, quelles sont les données dont j'ai besoin pour prendre en charge ou traiter ma patiente avec un cancer du sein triple négatif? Si l'on regarde les différentes recommandations, est-ce qu'on a besoin d'avoir des signatures génomiques, un profiling NGS, dont le cancer du sein en première ligne de traitement? La réponse est non, et d'autant plus qu'on est dans une tumeur triple négative. Mais par contre, on a besoin de 2 biomarqueurs dans nos pratiques cliniques que nous devrons intégrer de plus en plus et qui sont le statut PDL1, mais aussi le statut mutationnel BRCA, notamment germinal. Donc, dans les cancers du sein triple négatif métastatique, on va tout d'abord regarder est-ce que la patiente va exprimer oui ou non le statut PDL1. Cette expression de ce statut se fera de façon différente en fonction de la molécule qu'on va utiliser. Donc, on a 2 scores pour 2 molécules. On fera le 22C3 pour le Pembro et le SP142 pour l'atezolizumab. Et quelles sont les données que nous avons chez cette patiente qui va avoir un scoring positif? Donc, pour le premier score, le SP152, on a l'atezo et là l'étude Impatient 130, première étude d'immunothérapie présentée dans les cancers du sein triple négatif et qui a posé la question chez les patientes en première ligne de traitement qui vont rechuter dans un délai supérieur à 1 an après un traitement adjuvant ou néoadjuvant. La question, est-ce que l'ajout de l'atezolizumab à une chimiothérapie, et qui était le nab-paclitaxel dans cette étude, va apporter un plus chez la population globale, et on a intention de traiter, mais aussi chez la population PDL1 positive. Cette étude était positive pour son objectif principal, à savoir la PFS, pour la population globale, mais aussi pour la population PDL1 positive. Elle était uniquement positive en survie globale pour la population PDL1 positive. Et dans cette situation, cette molécule a eu l'approbation de la FDA pour son utilisation en pratique clinique. Donc il y a eu pas mal de recommandations qui ont suivi, et du fait de l'absence de nab-paclitaxel dans certains pays, il y a eu pas mal de régions où il était possible d'associer l'atezo au paclitaxel. En attendant la publication de l'étude 132. Et puis, cette étude est arrivée, étude négative, et on sait maintenant, quand on change de taxane avec l'atezo, ça change les données. Donc à partir de là, il y a eu le retrait de l'approbation de la FDA pour l'atezo. C'est un retrait qui a été demandé par les laboratoires Roche. Dans certains pays, il y a accès maintenant à l'atezo, notamment les pays qui ont le nab-paclitaxel. Pour d'autres, les AMM ne sont pas tombés. Et donc, quand on regarde les différentes recommandations, si on a la possibilité de donner et accès à cette molécule, on la donnera. Mais attention, strictement avec le nab-paclitaxel, il ne faut pas mélanger les 2 taxanes. Donc j'arrive maintenant à la deuxième immunothérapie avec aussi avec son propre biomarqueur qui est le 22.3C. Attention, on ne fera pas un biomarqueur pour aller qu'on a sous la main pour aller utiliser une autre immunothérapie. Il faut être vraiment vigilant sur ce point. Donc là, on a l'étude, la Keynote 355, qui a posé exactement la même question. Première ligne de traitement, les patientes pouvaient rechuter dans un délai supérieur à 6 mois et non 12 mois. Et on posait la question, chimiothérapie standard, on pouvait utiliser les taxanes, soit le paclitaxel ou le nab-paclitaxel, ou la gemcitabine associée à la carboplatine, avec ou sans pembrolizumab. Étude positive pour ses objectifs principaux, notamment la PFS. Cette étude était hiérarchisée et on regardait chez la population PDL1 supérieure à 10 où on tirait le plus de bénéfices, aussi bien en termes de PFS qu'en termes de survie globale. Et quand on va aller pousser encore plus dans les sous-groupes, on a l'impression que plus le PDL1 augmente, plus ce bénéfice se différencie, notamment, comme vous voyez là, chez la population avec un CPS supérieur à 20, on a l'impression qu'on a plus de bénéfices que pour la population avec un CPS entre 19 et 20.
19 et 10 et 19. Donc au total, approbation de la molécule, mais strictement chez la population avec un score CPS supérieur à 10. Donc quand on regarde les recommandations, donc là j'ai présenté ceux de la BC6. Chez la population PDL1 positive, le standard actuel en première ligne de traitement est l'immunothérapie auquel on associe la chimiothérapie. Et puis, à côté du PDL1, il y a aussi le deuxième biomarqueur qu'il faudrait aller chercher et qui est le statut BRCA en germline. Donc, on aura à la fois des patients qui vont être PDL1 positifs et BRCA mutés, et on aura des patients qui seront uniquement BRCA mutés. Et là, le choix de traitement en première ligne sera à discuter en fonction de la disponibilité, mais aussi de la stratégie et de la ligne de traitement. Donc, quelles sont les données que nous avons chez les patientes avec une mutation BRCA au niveau germinal? Donc là, il y a deux grandes études de phase 3 qui ont globalement posé la même question. On est chez des patientes en deuxième et troisième ligne de traitement. Il y avait quelques patientes en première ligne naïve de chimiothérapie dans les deux études, plus dans l'étude avec le Talazo que dans l'étude avec l'Olaparib. Objectif principal le même, PFS et puis survie globale. Et on comparait l'inhibiteur de PARP, soit l'Olaparib ou le Talazoparib, à une chimiothérapie qui était soit la capecitabine, la vinorelbine, l'eribuline ou la gemcitabine. Attention, on n'a pas comparé au cisplatine, qui est une drogue très sensible et qui marche bien dans les tumeurs BRCA. Les deux études étaient positives en termes de PFS et les deux études étaient négatives en termes de survie globale. Et puis, quand on allait regarder un petit peu dans les sous-groupes, on avait l'impression qu'il y avait un bénéfice pour l'Olaparib chez les patientes naïves de chimiothérapie, bénéfice qu'on ne retrouvait pas chez les patients traités par Talazo. Mais attention, prudence, c'est des études de sous-groupes qui peuvent être interprétées différemment, que l'on soit avec AstraZeneca ou avec Pfizer. Donc, deuxième question, dans le cancer de l'ovaire et dans le cancer de la prostate, on utilise ces inhibiteurs de PARP chez les patients qui ont des mutations somatiques. Donc, dans le cancer du sein, quelles sont les données que nous avons pour voir est-ce que ces traitements marchent aussi chez ces patients avec des mutations somatiques? Il y a une étude de phase 2 qui a regroupé les patientes avec des mutations BRCA, donc il y avait du germinal, du somatique. Il y avait quelques patientes avec des mutations somatiques, soit pour le BRCA ou pour le PALB2, et on avait l'impression chez ce groupe de patients qu'on obtenait des réponses par l'utilisation de l'Olaparib. Donc, quand on regarde les différentes recommandations, moi j'ai choisi encore la BC6, le palbociclib et les deux inhibiteurs de PARP, l'Olaparib et le Talazoparib, sont des options thérapeutiques en première ligne de traitement chez les patients avec des mutations germinales. Certains experts quand même disent que ça peut être une option intéressante chez les patients somatiques, mais attention aux accords d'AMM et aux FDA. La plupart des cas, c'est indiqué uniquement en cas de mutation germinale. C'est différent des cancers de l'ovaire et de la prostate. Deuxième question, chez ces patientes mutées BRCA, quelles sont les données de la chimiothérapie où est-ce qu'on a une drogue de chimiothérapie à préférer? Là, on a une très belle étude qui a comparé chez des patientes naïves de chimiothérapie le carboplatine comparé au docétaxel avec le crossover qui était permis. Donc, les patientes qui recevaient carboplatine allaient recevoir le docétaxel par la suite, et puis docétaxel suivi par carboplatine. Étude qui a été faite chez la population triple négative. Et quand on regarde chez la population globale, il n'y avait pas de différence entre docétaxel et carboplatine. Par contre, chez la population mutée BRCA, il y a un bénéfice du carboplatine aussi bien en termes de réponse objective qu'en termes de PFS. Mais cette différence en termes de PFS est retrouvée uniquement en cas de mutation germinale. Le bénéfice n'est pas retrouvé quand on cherche dans les mutations somatiques BRCA1 et tout. Donc, les selles de platine demeurent une option intéressante. Elles sont à privilégier quand on va prescrire une chimiothérapie chez des patientes avec des mutations germinales BRCA. La question maintenant qui se pose, j'ai une patiente qui est à la fois PDL1 positive et BRCA positive. Est-ce que je peux associer les deux et quelles sont les données scientifiques que j'ai? Il y a eu l'étude BROCAD 3 présentée par Véronique Diras qui avait cherché et qui a comparé chimiothérapie par paclitaxel carboplatine associée soit au veliparib ou au placebo. Donc on est chez des patientes avec des mutations.
moins de 2 lignes de chimiothérapie, étude positive en termes de PFS, c'est-à-dire quand on ajoute un inhibiteur de PARP à une chimiothérapie standard qui cette fois-ci associe le carboplatine, on a un bénéfice en PFS. Par contre, comme pour les 2 autres études avec les inhibiteurs de PARP, il n'y a pas de bénéfice en survie globale. Cependant, il n'y a pas, et au prix d'une toxicité importante, ceci n'a pas entraîné un changement des pratiques et des recommandations. Deuxième question, est-ce qu'on peut associer ces immunothérapies avec les inhibiteurs de PARP? Donc, patiente mutée BRCA, PD-L1 positif, moi j'ai envie de mettre le paquet. On a quelques données anciennes de phase 2, mais qui ne retrouvaient pas de bénéfices. Par contre, plus de toxicité. Il faut attendre l'étude, la Keynote 009, pour essayer de trouver une réponse à cette question. Donc, pour ces patientes, que disent les recommandations? Il faudrait privilégier plutôt une immunothérapie à une chimiothérapie parce qu'on a un bénéfice en survie globale, un bénéfice qui est franche, et on laissera les inhibiteurs de PARP à la ligne ultérieure. Donc, chez les patientes non mutées, sans PD-L1 négatif, quelles sont mes options thérapeutiques en première ligne de traitement? Donc là, on revient, on fait un bond 10 ou 15 ans en arrière, et on se retrouve avec une bonne drogue de chimiothérapie. On utilisera en première ligne de traitement les traitements qu'on n'a pas utilisés en adjuvant, si le délai est très court. Sinon, on rechallengera éventuellement les taxanes si on a des délais de rechute supérieurs à 12 mois, parfois 6 mois en fonction du contexte. Et aussi, il y a une drogue qui revient à la mode. Elle avait fait beaucoup couler d'encre, de littérature, avait pas mal de controverses, c'est la place du bevacizumab. 3 grandes études qui avaient toutes posé la même question. Est-ce que le fait d'associer le BEVA à une chimiothérapie va entraîner une amélioration de la survie globale? Première étude était positive, c'est l'étude avec le paclitaxel, le E2100. Et est arrivée par la suite l'étude avec le docetaxel qui était négative, c'est l'étude Avado, puis l'étude Ribbon 1, qui avait 2 bras, l'un avec la capecitabine et l'autre avec les anthracyclines et les taxanes. Il y a eu de nombreuses méta-analyses qui ont été publiées, parce qu'il y a eu un retrait de la FDA du BEVA dans le cancer du sein triple négatif, mais toutes ces méta-analyses sont concordantes pour dire que chez cette population, on a un bénéfice en PFS quand on ajoute le BEVA à la chimiothérapie. Par contre, il n'y a pas de bénéfice en survie globale. Et là, les attitudes de prescription changent, c'est-à-dire qu'il y a des partisans qui demeurent, qui ont toujours utilisé le BEVA avec de bons résultats. Et puis, il y a d'autres qui sont plus réticents et qui ne vont pas l'utiliser et vont se contenter d'une chimiothérapie. Donc, les données de vie réelle confirment ce bénéfice observé dans les études. Là, c'est une grande étude qui a été publiée par nos collègues allemands qui regroupe plus de 2000 patientes. Et là où on retrouve que ce bénéfice est consistant en termes de PFS chez monsieur et madame, tout le monde traité par bevacizumab dans le cancer du sein triple négatif. Donc, pour résumer, chez ces patientes qui vont avoir un PD-L1 négatif, pas de mutation, ou chez les patientes où on n'aura pas accès ni aux immunothérapies, ni aux antiparp, le standard demeure la chimiothérapie auquel on pourrait éventuellement associer le BEVA. On associera le BEVA avec le paclitaxel parce que c'est avec cette drogue qu'il a montré son bénéfice. Et dans les cancers triple négatifs, si on est en première ligne, on privilégiera plus un sel de platine, sel de platine plutôt que le docetaxel, vu qu'il y a une différence qui est apportée dans les TNT en face à face. La question qui se pose maintenant, au-delà de la première ligne, quelles sont mes options thérapeutiques? Et au-delà de la première ligne, les choses vont commencer à s'emmêler parce qu'on a un patient qui va être, on aura les patients d'emblée métastatiques qui vont être en deuxième ligne propre. Et on aura les rechuteurs précoces et les progressifs qui ont progressé de l'adjuvant au métastatique. Donc, dans ces études, on va retrouver un groupement de patients qui vont être en ligne avancée de traitement, mais avec des profils différents. Et c'est là que la définition du statut HER de l'eau commence à avoir une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'on a des anticorps monoclonaux qui ont montré un bénéfice important dans cette population. Je vais d'abord commencer du premier anticorps monoclonal qui a fait la différence. Donc, je vous ramène au-delà de la deuxième ligne, c'est-à-dire qu'on est troisième, quatrième ligne, voire plus en métastatique. On est dans la population triple négative, on n'est pas dans les lots. Et c'est l'étude Ascend qui avait comparé chez cette population le sacituzumab par rapport à un traitement du choix de l'investigateur,
là également, eribulline, vinorelbine, gemcitabine ou carboplatine, randomisation, grande étude de phase 3, qui était positive pour tous ces objectifs. Et elle avait inclus des patients qui étaient métastatiques d'emblée dans 70% des cas. Il y avait 7% de patientes qui étaient mutées BRCA et aussi 30% de patients qui étaient en 4e ligne de traitement et plus. 100% des patientes étaient pré-traitées par taxane. Étude positive en termes de PFS avec un hazard ratio de 0,41, ce qui veut dire qu'il y a une diminution de risque de rechute, de progression de 59% et une diminution de risque de décès de moitié par l'ajout de cette molécule. Le profil de tolérance était notamment fait d'une toxicité hématologique à type de neutropénie et d'anémie, mais aussi de nausées, diarrhée, fatigue, enfin ce qu'on observe habituellement. Elle a eu des approbations très rapidement, aussi bien au niveau de la FDA que dans différents pays européens. Donc, cette molécule va être indiquée dès que l'on dépasse la première ligne, deuxième ligne, voire troisième ligne en plus, avec un bénéfice qui est là, qui est indétrônable en termes de survie globale. Et puis, le deuxième anticorps monoclonal qui est arrivé, il est arrivé au détour d'une étude. L'étude, elle était partie essentiellement regarder la place du TDX dans les HER de l'eau. Étude faite en grande partie par des patientes RH positives. Il y avait uniquement des patientes RH négatives. Ce n'était pas un des objectifs de l'étude, c'était une analyse exploratoire chez cette population. Et 5% des patientes étaient pré-traitées par immuno, ce qui ne sera pas le cas de nos patients que nous traitons maintenant en première ligne de traitement. Donc, chez cette population, étude phase 3 randomisée, on compare le TDX à une chimiothérapie standard. C'est les mêmes drogues qu'on retrouve dans Ascent et dans les autres études. Et étude également hiérarchisée, on va aller regarder le bénéfice chez la population d'abord RH positive, la population globale. Étude positive pour tous ces objectifs. Elle est fortement positive en vie globale chez les RH positifs, chez la population globale. Le bénéfice est retrouvé dans tous les sous-groupes. Et quand on va aller regarder chez les patientes HER de low, RH négative, on retrouve ce bénéfice avec une PFS qui va passer de 2,9 mois avec la chimio standard à 8 mois et une survie globale qui va passer de 8 mois à 18 mois, c'est-à-dire qu'on a un gain de 10 mois en survie globale. Mais attention, on ira vers cette molécule, elle est en train d'arriver, mais on aura besoin d'avoir plus d'études qui vont consolider sa place par la suite. Donc, en termes de réponse objective, là également, on retrouve un taux de réponse qui est important chez cette population, avec à peu près 50% de patientes qui vont répondre. La question qui s'est posée, finalement, et les ultra-low, on en fait quoi? Mes collègues Anna Pat en ont parlé toutes les deux, juste pour souligner que dans l'étude DAISY2, il y avait quelques patientes qui étaient RH négatives, HER2 ultra-low, et il semble y avoir un bénéfice. Là également, il faut attendre la décennie 6 pour avoir la réponse finale. Donc, chez ces patientes, HER2 low, on aura à la fois le sacituzumab, govitecan et le TDX. J'ai choisi de mettre le premier avant le deuxième parce qu'on a des données plus solides, même si en ligne plus retardée. L'étude avec le TDX était une étude un peu plus précoce en situation métastatique, mais ces analyses exploratoires, c'est des études de sous-groupe. Donc, le standard demeure le sacituzumab. Le TDX aura sa place. Est-ce qu'on fera un anticorps monoclonal après l'autre? C'est la question qui demeure posée. Est-ce qu'on devrait faire de la chimio entre les deux? C'est les questions qu'on débattra dans probablement 2023 et 2024. La chimiothérapie garde sa place. Donc, même si on avait ces molécules, on les mettait au début du traitement, on est en train de les retarder, de les mettre en arrière parce qu'on a l'arrivée de nouvelles molécules avec des bénéfices importants chez cette maladie qui était vraiment pauvre et orpheline en termes de données de survie. Là, les choses retardent. Donc, ça nous fera plus de drogue pour les autres lignes. Et l'éternelle question, je termine avec la dernière question, quelle est finalement la place des récepteurs aux androgènes devant l'arrivée de toutes ces nouvelles molécules? Est-ce qu'on aura toujours une place? On va l'utiliser en pratique réelle ou pas? Je vous remercie et j'ouvre la question à la discussion. Merci beaucoup pour cette présentation éloquente et descriptive complète, avec plein de discussions pour l'avenir. Effectivement, c'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir la voie aux questions pour les années qui arrivent. Des questions? Oui, s'il vous plaît. Merci de la présentation.
Vous avez parlé de la différence entre la mutation somatique et la mutation germinale. Mais aujourd'hui, nous avons dans les rapports de patients triple négatifs nous les faisons pour la lignée germinale, bien sûr, des rapports qui nous disent qu'il y a un PALB positif. BRCA1, BRCA2 négatif, mais PALB positif. Alors, je voulais avoir votre commentaire là-dessus. Est-ce que nous devons prendre ça au sérieux? Comment est-ce que nous devons nous comporter devant ces cas-là? C'est en situation métastatique ou en situation locale? En situation métastatique. Donc, nous avons des patients métastatiques. Ils peuvent être BRCA1 positif ou 2 positifs. Ils peuvent être PALB positifs ou les BRCA1 et 2 négatifs, PALB positifs. Donc, les patientes BRCA1 négatives avec un PALB positif, on a juste les données de la phase 2 qui montrent que ça marche. Donc, c'est des avis d'experts qui disent d'utiliser plutôt l'olaparib dans cette situation, mais les études, normalement, ont été faites dans les tumeurs germinales et les approvals ont été faites en cas de mutation germinale. C'est différent de l'ovaire, c'est différent de la prostate. On peut utiliser les drogues essentiellement dans les patients chez les patients avec des mutations somatiques. En situation plus précoce de la maladie, ça a un rôle important pour la surveillance, éventuellement pour la discussion de la place de l'annexectomie et éventuellement la surveillance de façon très rapprochée du cancer du sein. Oui, pour la mutation de... C'est bon, j'arrive pas. Pour PALB-B2, en fait, c'est surtout des patientes avec des tumeurs RH positives et il y a quelques HER2 positives aussi. Et l'année dernière, c'était à la Biennale monégasque qu'on avait discuté d'un cas justement d'une patiente HER2 positive, parce que les patientes avec des tumeurs HER2 positives, elles ne sont pas éligibles au traitement par inhibiteur de PARP parce que ça n'a pas été développé. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas chez elles, mais ça n'a pas été développé parce qu'il y a déjà plein de médicaments. Et en fait, cette patiente, elle est résistante au traitement anti-HER2 et c'était vraiment la question d'avoir un accès pour cette jeune patiente. Et donc, du coup, on est en train de faire en France là, une analyse sur toute la base génétique et cancer des patientes avec des mutations PALB-B2 et des cancers du sein pour essayer de voir un petit peu le type de population qu'il y a. Et il y a un essai clinique qui est en cours à Saint-Louis, parce que c'est hyper difficile d'avoir un essai clinique, c'est tellement rare. Voilà. Mais moi, les données de la TBRC, je ne sais plus quel numéro, là, où il y avait une dizaine de patientes, elles répondaient bien, mais c'était les germinales uniquement. Ouais. Il y a plein de toxicités quand même économiques. Exactement. Pour l'inclusion de tous ces patients et l'utilisation de tous ces produits. Oui. C'est pas vraiment dans le cancer métastatique, mais c'est beaucoup plus pour des patientes qui ont commencé l'immunothérapie en phase néoadjuvante avec la chimiothérapie. Mais nous remarquons qu'il y a certaines des patientes qui arrivent à la réponse pathologique complète avec l'immunothérapie ou avec la chimiothérapie. Et est-ce que pour ces patientes, devons-nous diminuer enlever l'immunothérapie ou diminuer la dose de la chimiothérapie? Je l'ai dit puisque nous sommes dans des pays quand même à très faibles ressources. Comme nous tous. Oui, nous sommes dans des pays à très faibles ressources. Et donc, est-ce qu'il y a des études qui sont en train d'être faites pour voir s'il y aura des marqueurs prédictifs de la réponse pathologique à l'immunothérapie ou à la chimiothérapie en phase néoadjuvante pour que certains de ces patients n'en bénéficient pas? Au fait, quels sont les marqueurs que l'on va utiliser pour que ça marche? Il y a eu des données avec les TIS, éventuellement, mais maintenant, ça revient, il y a un retour en arrière. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est d'utiliser la chimiothérapie, comme nous l'utilisons, avec l'immunothérapie. On définira la réponse complète pathologique au moment de la chirurgie, c'est-à-dire qu'au milieu du cycle, on ne peut pas désescalader parce qu'il se peut qu'on ne soit pas en PCR. Et ce que l'on sait de l'étude, l'étude Keynote en néoadjuvant, c'est que les patientes qui sont en PCR ne bénéficient pas. C'est-à-dire que l'on poursuit le pembro au pas en situation adjuvante, les coupes sont complètement croisées. Mais a-t-on le droit d'arrêter le pembro? Personnellement, moi, j'ai envie de l'arrêter, mais on ne peut pas. Il reste 9 cycles qu'il faudrait ajouter
s'il y a des toxicités, je n'hésite pas trop, donc je stoppe parce que j'ai une toxicité, donc je suis vraiment à l'aise. Mais il faudrait respecter l'étude quelle qu'elle est, parce que le bénéfice a été rapporté de cette façon. Et pour qu'on ait des études, probablement, il faudrait des études académiques. Je ne pense pas que le labo ira faire une étude pour désescalader l'immunothérapie chez cette population. Je vais rajouter juste un petit commentaire de l'expérience libanaise, puisqu'avec tout ce qui s'est passé les 3 dernières années au Liban, il y a eu plein de malades chez qui on a été obligé soit d'arrêter le traitement parce qu'on n'avait plus le traitement, soit qu'il fallait diminuer les doses de traitement parce on avait une dose de traitement qu'il fallait diviser entre 2 malades. Je parle des immunothérapies, des thérapies ciblées et tout ça. Et on a eu quand même des malades qui ont continué à avoir de très très belles réponses malgré le fait d'avoir arrêté les traitements, diminué les doses en 2, etc., etc. Bien sûr, ce n'était pas randomisé, mais c'est une simple observation que nous avons eue. Et nous sommes en train de compiler les malades. Comme quoi, malgré la difficulté, on peut toujours en sortir quelque chose parfois d'utile pour nos malades. Voilà, je pense que nous courons, nous sommes en retard, nous avons d'autres séances à rattraper. Je vais me permettre de vous remercier encore une fois et de présenter peut-être la dernière présentation de cet après-midi par le professeur Karima Wala Benani. C'est ça?